Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de Territoire d'info, la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale consacrée à analyser et à décrypter les résultats sans appel de la primaire de la droite et du centre qui ont donné ce score. D'ailleurs, sans appel aussi, 66,5 pour François Fillon et 33,5 pour Alain Juppé. Mais il reste encore 200 bureaux de vote à comptabiliser, il faut le souligner, pour nous aider à décrypter ce qui s'est passé ces derniers mois et hier, également hier au soir. Avec nous sur ce plateau aujourd'hui, Pascal Jalabert du groupe EBRA. Bonjour Pascal, Bonjour. Vous êtes ici pour le Dauphiné Libéré ce matin. Michel Urvois de Ouest France. Bonjour Michel. Bonjour Cyril. Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour Hervé. Bonjour. Et Béatrice Houchard de l'Opinion. Merci d'être avec nous. Bonjour. Béatrice. Je vous propose tout de suite qu'on revienne sur cette soirée où s'est imposé François Fillon face à Alain Juppé. Un retour avec Mounir Soussi de Public Sénat sur cette très large victoire. Une poignée de main timide pour sceller la fin de la campagne. Devant la haute autorité, Alain Juppé et François Fillon sont venus poser pour la photo de famille, figure imposée et indispensable pour afficher l'unité retrouvée. À cet instant, François Fillon est déjà sur orbite pour la présidentielle. L'ancien Premier ministre a terminé sa campagne pied au plancher. Avec plus de 65% des suffrages, le succès est sans appel. La victoire me revient. Et c'est une victoire de fond bâtie sur des convictions. Pas un électeur ne doit se sentir humilié ou mis à l'écart. Ce qui nous unit est tellement plus important que ce qui nous distingue. Une main tendue à ses anciens concurrents pour assembler son camp et le mettre au plus vite en ordre de bataille. L'émotion de François Fillon tranche avec la déception d'Alain Juppé. Le favori annoncé s'est effondré en fin de campagne. Il n'a rassemblé qu'un tiers des votants. La défaite est sévère pour le maire de Bordeaux qui perd mais en gardant ses convictions. Je termine cette campagne comme je l'ai commencée, en homme libre, qui n'aura transigé ni avec ce qu'il est, ni avec ce qu'il pense. La tâche qui vous attend est exaltante. Vous avez de la chance. Je vous souhaite bonne chance. Et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. Avec ces mots, Alain Juppé s'éloigne de la scène politique nationale et laisse le champ libre à François Fillon. La lutte interne s'achève. Le combat présidentiel contre la gauche et le Front National ne fait que commencer. Michel Urvois, une surprise, cette si large victoire de François Fillon. Son 66% ressemble à une addition. 66,5. Oui, 33,5 ressemble à une addition de ses soutiens du premier tour. C'est sans doute un petit peu plus compliqué que ça. Tous ceux qui ont voté hier n'avaient pas tous voté le dimanche d'avant. D'autres sont venus. Mais le résultat, c'est un tiers, deux tiers. Moi, ce que je retiens de ce résultat, c'est que c'est surtout le résultat d'une cohérence, je dirais, peut-être d'une double ou d'une triple cohérence entre ce qu'il est et ce qu'il dit, François Fillon, et surtout entre son projet et son électorat, ces fameux 3 millions d'électeurs qui ont voté pour lui hier. Ça, c'est une clé pour l'avenir. Pourquoi ? Parce que là, il est en parfaite adéquation avec ces 3 millions. La difficulté pour lui, car il y en aura une, ça va être de rester, de ne pas trahir ces 3 millions et de réussir à élargir son projet pour qu'il soit sans trop compatible, pour qu'il trouve des alliés, pour qu'il trouve une majorité s'il arrivait à l'Élysée. Donc c'est que la première étape d'un long chemin. Pascal Jalabert, avec une grande déception très visible d'Alain Juppé hier au soir. Même dans la voix, on a senti au bord des larmes. Oui, c'était prévisible au vu des résultats du premier tour. Après, moi, je redis ce que je dis la semaine dernière, c'est-à-dire qu'Alain Juppé s'est trompé de campagne. Il n'a pas parlé à l'électorat de droite, à l'électorat qui voulait de la cohérence sur les valeurs, qu'elle soit libérale côté économie, qu'elle soit un peu plus conservatrice côté société. Et Alain Juppé, il a fait une campagne d'entre-deux tours. Il était déjà dans la présidentielle en oubliant qu'aujourd'hui, la primaire, parce que c'est aussi ça le grand enseignement de la soirée, c'est que ça va être difficile pour un candidat de s'affranchir d'une primaire. Et la primaire, on la gagne dans son camp. On a l'impression, Hervé Favre, qu'il attribue à Nicolas Sarkozy quand même, à Bordeaux notamment, là, sur le marché de Noël. Il a dit j'ai reçu des scuds importants de la part de Nicolas Sarkozy. Il attribue ce positionnement qu'il a eu obligatoire à cause de Nicolas Sarkozy.
Oui, enfin, je pense que dans le camp de François Fillon, on n'a pas non plus été économe de mots aimables à l'égard d'Alain Juppé. Donc, c'est terrible pour Alain Juppé, parce que voilà, c'est la fin de sa carrière. Voilà, il n'a plus rien à espérer. Il s'est vu président, et objectivement, toute la presse l'avait déjà installé dans cette posture. Et c'est Fillon qui voilà, ça a été. Alors, François Fillon, Béatrice Houchard, grand vainqueur, presque déjà présidentiel hier soir. Ah, il en a la posture, il en a l'allure. C'est d'ailleurs un élément qui, semble-t-il, si on regarde les études qualitatives faites par les sondeurs au moment du premier tour, c'est quelque chose qui a compté. C'est un peu un retour pour cet électorat-là, en tout cas. On verra si ça s'élargit au fur et à mesure où on se rapprochera de la vraie présidentielle. Un retour à une stature présidentielle d'avant Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire moins bling-bling et puis moins un peu le n'importe quoi de François Hollande. Donc oui, il en avait déjà la posture avant même d'être désigné. Michel Urvois, la question du rassemblement se pose dès ce matin, j'allais dire, il s'est posé hier soir pratiquement. Alors avec qui commence ce rassemblement maintenant pour François Fillon? Il a le bénéfice de la victoire, d'une victoire large. Donc je pense que de ce point de vue-là, le rassemblement de la famille ne sera pas trop difficile. Je pense qu'il va même y avoir abondance de ralliements, abondance de sollicitations. Donc il aura plutôt à trier et à prendre des décisions assez rapidement. Dans quel sens il va trier, comme vous dites? Déjà à la tête du parti, alors, il va falloir... donc c'est Laurent Wauquiez actuellement, qui est président par intérim. Oui, je ne vois pas comment Laurent Wauquiez, compte tenu de ce qui est de son positionnement politique, pourrait rester le chef du parti. Donc voilà, mais il y a des gens qui l'ont soutenu et qui vont compter. Je pense au président de Chambre, je pense à Bruno Retailleau, donc président de Chambre, je pense à Gérard Larcher. Et Bernard Accoyer, qui sera notre invité d'ailleurs, voilà. Bernard Accoyer à 8h. Il y a des gens comme ça, il va falloir qu'ils travaillent avec des femmes, je pense à Isabelle Le Callennec, des gens... Voilà, il va falloir qu'ils trouvent du renouvellement, il va falloir qu'ils trouvent de l'élargissement, il va falloir que... Parce qu'il y a quand même beaucoup de thèmes dont on n'a pas parlé pendant cette campagne. Le social a été peu abordé, l'environnement pas du tout, enfin, je veux dire, les problèmes sociétaux pas beaucoup non plus. Donc il va falloir trouver des gens qui incarnent cet élargissement. Hervé Favre. Mais là maintenant, François Fillon va surtout devoir parler au centre. Parce que là, il y a un problème, il y a un sujet. Il y a François Bayrou qui a des fourmis dans les jambes. Si on regarde du côté de l'UDI, bon, Jean-Christophe Lagarde hier a dit avec Nicolas Sarkozy, on avait vraiment une incompatibilité. Avec Fillon, on a des divergences, mais ça peut se discuter. Et notamment, il y a le sujet de la sécurité sociale, dont François Fillon veut effectivement revoir les bases et le fonctionnement historique. Et ça sera quand même assez compliqué à résoudre. Béatrice Houchard. Oui, il y a une autre question aussi qui va se poser très vite, c'est quid des investitures aux élections législatives. Et voilà. La deuxième élection après l'élection. Voilà, on a le souvenir en 2011 que François Hollande s'était fait complètement avoir par Martine Aubry, qui avait donné les investitures comme première secrétaire du PS, avec notamment de beaux cadeaux aux écologistes. Et puis résultat, François Hollande s'est retrouvé avec les frondeurs et une majorité branlante pendant tout le quinquennat. Là, est-ce que François Fillon reviendra sur certaines investitures par rapport aux centristes notamment? Ça va se jouer là, dans les heures qui viennent. Ce qu'il fait avec le centre, ça c'est très important pour pouvoir gouverner ensuite s'il devient président Pascal de la République. Jalabert. Oui, alors quand on regarde de près la structure de l'électorat de Fillon, selon les enquêtes d'après premier tour et visiblement d'après second tour, attention, la mobilisation a été plus faible dans les zones où le Front National obtient des scores élevés. Donc François Fillon n'a pas encore récupéré tout l'électorat qui en 2007 avait voté pour Nicolas Sarkozy. Donc il faut en effet qu'il donne des gestes au centre, oui, mais il faut qu'il aille quand même aussi chercher sur le Front National, puisque visiblement cet électorat-là ne s'est pas mobilisé sur cette primaire de droite. Donc Marine Le Pen a encore une réserve très très élevée. Eh bien, on va revenir tout à l'heure. On va tout de suite faire un petit retour sur l'ambiance et sur quelques réactions des soutiens de François Fillon et d'Alain Juppé avec Elsa Mondin-Gava d'LCP qui y était hier soir. Une victoire fêtée en chantant la Marseillaise. Quelques minutes auparavant, les supporters de François Fillon ont accueilli avec joie le score de leur candidat. On s'attendait à un score assez fort de François Fillon vu les résultats du premier tour. Mais évidemment, là, c'est une grande confirmation, une belle confirmation et donc on est super ravis. Ouais. Il a
travaillé pendant 3 ans pour préparer un vrai projet. Et l'adhésion des Français qu'on voit aujourd'hui est quand même assez considérable, tant mieux. Pour les soutiens de l'ancien Premier ministre, il s'agit maintenant de préparer une nouvelle échéance, l'élection présidentielle de mai prochain. Une nouvelle page va s'ouvrir, il va falloir rentrer dans une nouvelle campagne beaucoup plus difficile. Le discours de François Fillon était un discours de facture gaulliste ce soir. Il s'est adressé aux Français, à tous les Français. Ambiance radicalement opposée bien sûr au QG d'Alain Juppé, où certains militants ne peuvent retenir leurs larmes. Je me dis en fait que le virage qu'a pris François Fillon est quand même très très droitier et je m'inquiète vraiment pour la France, quoi. Je suis vraiment déçu parce que ce n'est pas les valeurs que je retrouve chez M. Fillon que je défends de départ. C'est des valeurs humanistes, c'est des valeurs de centriste que je suis. Et le centriste que je suis retrouvait vraiment ces valeurs chez M. Juppé. Et donc je suis vraiment déçu pour tous les centristes. Le coup est rude pour ceux qui ont soutenu celui qui a été pendant longtemps le grand favori de cette primaire. Ne pas gagner une élection, fût-ce une primaire, n'est pas un moment facile. On a tous en tête qu'il y a 3 semaines, 15 jours, Alain Juppé était le grand favori pour cette primaire. C'est un moment sûrement humainement difficile. La politique a ses exigences, elle a sa dureté. Au siège des Républicains, tous espèrent dorénavant tourner la page et faire place au rassemblement. Alors pour ce rassemblement, dont on voit qu'il va avoir lieu très vite, on parle déjà de postes pour de principaux ministres. Il s'était engagé, François Fillon, à très vite faire une forme de shadow cabinet à l'anglaise. Oui, il faut toujours faire attention à ça. D'abord, c'est jamais bon de vendre la peau de l'ours. Et puis deuxièmement, on en parlait tout à l'heure, s'il veut du rassemblement, il va quand même pas pouvoir construire un cabinet comme le font les présidents américains, le plus serré possible autour de lui. Donc, ceux qui se croient ministres aujourd'hui, dans 4 mois, ils le seront peut-être pas. Et je vous rappelle que les derniers gouvernements, il y en a qui croyaient être ministres la veille et qui le jour même ne le sont plus. Oui. Donc attendons. Pascal a raison d'être prudent parce que François Fillon a fait savoir que s'il gagnait, il y aurait un gouvernement restreint. Donc s'il y a 15 places, quand on voit le nombre de prétendants, alors, il va y 5 avoir... hommes, 5 femmes, parité, voilà. Et 5 personnalités de la société civile, ça fait peu de monde à ça fait beaucoup de déçus, beaucoup de frustrés. Béatrice Houchard. Avec 40 secrétaires d'État, ça s'équilibre. Voilà, est-ce qu'il pourra faire ça en mettre 40 ça va, 40, ça va se voir. 40 sans doute pas, mais ça peut être 15 et 15. Le coup du gouvernement commando, on nous l'a déjà fait plusieurs fois. Vous n'avez pas l'air d'y croire. On attend de voir. Mais effectivement, comme dit Béatrice, il y a toujours aussi le volant des secrétaires d'État qui peuvent ménager les susceptibilité des uns et des autres. Vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a des perspectives pour 2017 avec un Front National fort. Quel va être son positionnement? On a un sondage d'intention de vote au présidentiel. Ce sont des chiffres du sondage au premier tour d'Harris Interactive pour Public Sénat et LCP. François Fillon sort en tête, Marine Le Pen en deuxième, François Fillon avec 26%. Et au second tour, il la bat. Alors, est-ce le meilleur candidat pour battre Marine Le Pen, Michel Urvoas, François Fillon? Je pense que son positionnement est celui qui peut faire le plus de tort à Marine Le Pen. S'il y a une possibilité pour que 67-33, le Front National ne soit pas au second tour, je pense que ce serait grâce à François Fillon. Avec un Alain Juppé, je pense qu'on aurait eu un FN qui aurait pu prospérer. Le sondage n'est qu'un sondage, mais 67-33, c'est beaucoup. Mais il va falloir, ce qu'on disait tout à l'heure, il va falloir qu'il inspire confiance à une partie de l'électorat de Marine Le Pen, tout en intégrant d'autres sensibilités. Donc il va quand même être confronté à un grand écart qui n'est pas gagné d'avance. Il faut pas. Alors, mais ça ouvre le jeu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y aurait la possibilité que le FN ne soit pas au second tour, là, ce serait une nouveauté. On est dans un scénario complètement nouveau. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour quelqu'un d'autre. Pascal Jalabert. Oui, l'autre danger, c'est que s'il fait trop de gestes envers le FN, ça peut remobiliser la gauche. Donc du coup, on serait dans un match à 3. Et je crois que la gauche, Emmanuel Valls l'a bien démontré, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'une chose, c'est de pouvoir dire, regardez, en face de moi, j'ai une droite dure, une droite conservatrice et le Front National. Ce qui fait que pour François Fillon, ça va être un jeu subtil d'équilibre où il doit prendre des électeurs plutôt tentés par Marine Le Pen, d'autres plutôt
centristes et éviter de mobiliser la gauche. Dans ce même sondage, Louis Harris, au premier tour, pour Public Sénat, 9% François Hollande et 9% Manuel Valls. C'est vraiment très 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 bas, Michel Leroy. Oui, mais c'est un sondage qui est réalisé alors qu'on ne sait pas qui est candidat, alors que la campagne n'a pas commencé, alors qu'on ne sait pas ce que sera l'effet Macron, alors qu'on n'a pas de décision du côté de François Bayrou. Donc ça fait beaucoup d'inconnus. Moi, je pense que s'il y avait une possibilité d'une dynamique à gauche ou au centre-gauche, sachant que le ticket d'entrée d'accès au second tour va se situer autour de 25%, tous les scénarios, je pense que l'élection est plus ouverte que jamais. Béatrice Couchard, alors sur le score dans ce sondage de Marine Le Pen, vous qui connaissez bien, qui suivez ces questions-là, 24%. Ça vous paraît... Écoutez, moi, je prendrais ce sondage avec beaucoup de pincettes. Ce qui vient de se passer sur la primaire doit quand même nous rappeler que c'est la campagne qui fait les résultats de l'élection. Donc, pour la gauche, où effectivement tout est... Voilà, on ne sait pas qui est candidat. J'imagine pas que même si François Hollande était candidat, encore faut-il qu'il le soit, qu'il passe la primaire, qu'il la gagne, je pense qu'il serait au-dessus de 9%, parce qu'il fera campagne, il y a des gens qui reviendront vers lui. Donc tout ça est assez virtuel. Sur le FN, moi... Oui, sur l'étiage. Du point de vue du FN, je pense qu'il y a un avantage et un inconvénient avec avoir François Fillon plutôt qu'Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. L'avantage, c'est le programme économique. Alors ça va être au bazooka de la part du FN, ça a déjà commencé. Programme de casse sociale, programme de régression, abandon de la sécurité sociale. Enfin bon, on peut leur faire confiance, ils vont être dans l'outrance totale. Mais il s'adresse beaucoup à des classes populaires qui n'ont pas voté à la primaire et c'est leur vrai fonds de commerce actuellement, presque plus que l'immigration, même s'il y a toujours les questions d'immigration. En revanche, inconvénient pour eux, François Fillon va plutôt séduire les plus âgés. Il a j'allais dire l'allure pour ça, le côté très rassurant. Or, Marine Le Pen n'arrive pas à décrocher les plus de 60 ans qui c'est la classe d'âge qui vote le moins pour le Front National. Et puis, tout l'électorat catholique qui était allé vers le Front National un peu plus, on l'avait vu régional notamment, à travers Marion Maréchal Le Pen, mais pas seulement, cet électorat, François Fillon le capte aussi, donc ça c'est une autre mauvaise nouvelle pour le Front National. Donc il y a une bonne et une mauvaise nouvelle, si l'on peut dire. Hervé Favre. Alors, je nuancerai un peu en disant que le vote d'hier, c'est un vote de la France aisée, bourgeoise, voilà, qui a mis François Fillon, c'est son champion. Elle a laissé et plutôt âgé, elle a laissé tomber Sarkozy parce que Sarkozy, c'était trop, il y avait les affaires qui revenaient. Bon, maintenant François Fillon, il va falloir qu'il s'adresse effectivement à cet électorat populaire. On l'a vu dans notre région. Là où Nicolas Sarkozy a fait ses meilleurs scores, Nord Pas-de-Calais, Nicolas Sarkozy a fait ses meilleurs scores devant François Fillon dans les cités ouvrières, mais où on a très peu voté. Et où sont passés ces électeurs populaires qui avaient voté Sarkozy en 2007, voire en 2012 ? À mon avis, ils sont déjà passés au Front National. Donc, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour Marine Le Pen. Quid Michel Urvois de ce qu'était François Fillon aussi jusque-là, c'est-à-dire un gaulliste social, c'est-à-dire un proche de Philippe Séguin. Comment arriver à refaire passer ce message social ? Alors, je ne sais pas s'il a changé tant que cela. Je pense que le programme, en tout cas, est éloigné de ça. Non, mais je pense qu'il a été sélectif dans ses thématiques, dans ses approches, parce qu'on est dans une primaire avec tous les inconvénients de la primaire qui obligent à se centrer sur son électorat. Mais comment revenir à ce Il n'a pas parlé d'environnement, mais moi, ça ne me surprend pas. Il ne sait pas, en parlant d'environnement, qu'il allait gagner des voix dans ce camp-là des 3 millions. Donc il n'a pas parlé de tout un ensemble de thématiques. Je pense qu'ils seront des thèmes de la présidentielle elle-même. Donc je connais un petit peu François Fillon. C'est quand même pas un affreux extrémiste de droite. D'accord, il est libéral. D'accord, il promet des choses qui seraient très difficiles à tenir. Je pense que son histoire de fonctionnaire, c'est 500 000 fonctionnaires. Voilà, d'autant que il fait comme s'il avait le pouvoir sur les collectivités locales. Je rappelle que les collectivités, c'est une très forte proportion de fonctionnaires et elles ont une autonomie de gestion. Donc non, je pense qu'on va découvrir un Fillon plus complexe. Celui d'avant, probablement plus social, quelqu'un qui... C'est assez curieux d'ailleurs parce qu'il a un programme brutal, mais il n'est pas si brutal que ça, Fillon. Pascal Jalabert. Oui, moi j'ai noté sur le fond, sur les débats et sur les thèmes de campagne, l'identité, l'immigration, ça n'a pas été porté au sommet de la campagne. Et je crois que les Français
y compris, bon là c'était ceux de droite, mais tous les Français ont compris que les candidats, ils étaient un peu tous sur la même ligne. Fermeté, moyens pour la police, pour la gendarmerie, lutte contre le terrorisme, qu'il soit de gauche, de droite ou du Front National. Et là, je crois que le Front National a aussi perdu une thématique. Si François Fillon reste sur cette ligne... Ouais, alors justement... pardon, je vous ai coupé. Oui, oui. Et si la gauche, comme elle l'a fait quand même avec Manuel Valls, avec Bernard Cazeneuve, avec François Hollande, est aussi sur une ligne de fermeté, c'est un thème qui va petit à petit baisser dans la campagne. On risque d'avoir une campagne centrée sur les questions économiques et sociales. Alors, je vous propose, avant qu'on revienne vers Béatrice Houchard et Hervé Favre, qu'on regarde un sujet fait par Julie Hulin sur le programme de François Fillon. Puis on revient ensemble appeler dans cette discussion. Un journal de campagne distribué dans les boîtes à lettres. Une technique à l'ancienne que François Fillon est le seul à avoir appliqué et qui a payé. La recette d'un candidat libéral qui prône l'austérité. Eh bien, si on ne peut rien faire pour éviter la faillite, alors mieux vaut rester chez soi. François Fillon ne promet pas moins de 100 milliards d'économies budgétaires. Principale source de diminution des dépenses publiques, le nombre de fonctionnaires. 500 000 en moins sur 5 ans, en portant leur temps de travail à 39 heures. Je préfère supprimer l'ISF plutôt que de voir l'économie française sans capitaux passer sous contrôle étranger. En bon libéral, le député de Paris promet de réduire massivement la pression fiscale. Suppression de l'ISF, augmentation de la TVA de 2 points et baisse de cotisations pour les entreprises. Sur le plan de l'emploi, François Fillon veut réformer le marché du travail. Sa recette, la flexibilité. Suppression des 35 heures, mise en place de référendums d'entreprise pour contrer le monopole syndical et création d'un nouveau motif de licenciement pour réorganisation. Je remettrai la famille au cœur de toutes les politiques publiques. François Fillon souhaite remettre en cause les réformes menées par François Hollande, en rétablissant l'universalité des allocations familiales et en fixant le plafond du quotient familial à 3 000 €. Quant au mariage pour tous, il veut réécrire le texte. Son but, fermer l'adoption plénière aux couples homosexuels. Donc la première chose que je veux faire, moi, c'est désétatiser le système de santé. Il est beaucoup trop étatique. Un système de santé moins coûteux et plus efficace, c'est l'objectif de François Fillon. Suppression du tiers payant généralisé, suppression de l'aide médicale d'État, limitation des remboursements sur les affections graves et de longue durée, le reste pris en charge par les mutuelles, une prescription radicale. Une prescription radicale, Béatrice Houchard, le système de santé au cœur, bien sûr, de la campagne qui arrive. Oui, ça a beaucoup troublé ce qu'il a dit dans le dernier débat, d'autant qu'il ne l'avait pas forcément beaucoup développé avant, notamment le fait de dire on réservera les remboursements sécurité sociale aux affections graves. Je pense que ça a inquiété un certain nombre de gens. Il va falloir là-dessus qu'il y revienne, il va le faire. J'imagine qu'il explique et qu'il fasse de la pédagogie pour expliquer exactement ce que ça veut dire. Si ça veut dire les plus défavorisés, on continuera de rembourser, les autres, débrouillez-vous avec les mutuelles. C'est moyen. Ou alors il faut aller jusqu'au bout et dire qu'on change le système effectivement, ou qu'on réforme la philosophie même de la sécurité sociale. C'est un débat intéressant, hein, mais à manier là encore, avec beaucoup de précautions. Hervé Favre, est-ce qu'il pourrait intégrer des éléments des programmes des autres candidats aux primaires dans le sien? Est-ce que c'est une possibilité, ça? Je pense quand même qu'il aura effectivement intérêt à en reprendre quelques volets, mais sur la sécurité sociale, moi là aussi j'attends de voir le candidat à l'œuvre s'il est élu, parce que là on touche vraiment au cœur du pacte social français, et ça va être une discussion extrêmement dure. François Fillon joue les durs justement, il joue les durs dans cette campagne en disant Nicolas Sarkozy m'a empêché finalement de faire toutes les réformes que je souhaitais. Sur la retraite notamment. Et si vous écoutez les sarkozystes, ils vous expliquent non, certainement pas, c'est au contraire Fillon qui freinait des 4 fers quand il était à Matignon. Donc on attend de voir effectivement le candidat à l'œuvre. Pascal Jalabert. Oui, ça va être un des sujets de la campagne parce que il a réussi un peu à éviter les questions, mais maintenant il va falloir dire dans quel ministère, enfin où il enlève les fameux 500 000 fonctionnaires. Est-ce qu'il ferme des hôpitaux? Est-ce qu'il ferme des commissariats? Est-ce qu'il ferme des écoles? Il va falloir dire en effet le système de santé, qu'est-ce qui n'est pas remboursé, qu'est-ce qui n'est pas remboursé. Il va falloir dire le service public de l'emploi, qu'est-ce qu'il en fait. Je crois qu'on peut avoir une campagne intéressante si les questions sont bien formulées et s'y répondent aux attentes des Français avec précision. Je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens, avec Internet, avec les réseaux sociaux, et puis avec de nombreux débats télévisés ou dans les quotidiens régionaux, d'avoir un débat sur le fond et très précis qui puisse dire aux Français, voilà comment vous allez être gouvernés. En fait, vous annoncez une bonne campagne, une campagne sur le fond, là.
Michel. Je pense qu'on aura une campagne sur le fond. Oui, beaucoup plus qu'avec certains qui ont été éliminés ou qui le seront. Mais la politique, oui, mais la politique, c'est pas seulement voilà mon projet, vous m'avez porté comme candidat ou comme vainqueur et je l'applique. Non, la politique, c'est pas. Dans un premier temps, c'est qui même me suive, et dans un second temps, c'est la faisabilité, l'applicabilité du projet. Donc ça veut dire. Dans quel délai le délai, je pense qu'il sera court. Je pense que beaucoup de choses vont se jouer si on est donc dans la présidentielle. Oui, dans les 3 mois. Oui, pendant l'été 2017, ça c'est clair. Mais il va falloir discuter. Il ne peut pas passer en force. Il ne peut pas ignorer les syndicats. Il ne pourra pas ignorer les centristes. Il ne pourra pas ignorer un certain nombre de forces politiques et sociales. Et puis il y a un thème dont on ne parle pas beaucoup. Moi, je voudrais dire un mot là-dessus, si c'est possible. C'est l'Europe. Elle a un peu aussi disparu. Mais elle va revenir, parce que le positionnement diplomatique de François Fillon, c'est quand même une espèce de manière de revisiter ce que sont les frontières aujourd'hui établies à l'est de l'Europe. Et cette question-là, sa relation avec Poutine, sa tolérance d'un certain nombre de faits accomplis ou de tendances centrifuges de Poutine posent des problèmes à l'Europe. Et là-dessus aussi, il y aura besoin d'une clarification. Maître Souchard. Oui, moi je pense aussi qu'on peut avoir une campagne intéressante sur le fond. On peut faire confiance à François Fillon là-dessus. Il ne sera pas dans les à côté, le bling-bling, il ne nous racontera pas sa vie privée. C'est quelqu'un de sérieux. Pardon ? Ce ne sera pas Jean Bonfried. Voilà. Et donc, alors qui y aura en face ? Est-ce qu'il y aura Emmanuel Macron ? Je ne sais pas qui sera le candidat de gauche, mais il peut y avoir, pour le coup, vraiment, par rapport à 2012, par exemple, une campagne vraiment intéressante. Hervé Favre. C'est une campagne, en tout cas, qui devrait réveiller le clivage gauche-droite, puisqu'il y a quand même de grosses différences entre le programme de François Fillon et celui du candidat X, puisqu'on en est réduit aux conjectures. Et ça pose peut-être aussi un problème à Emmanuel Macron, qui, lui, se positionne au-dessus de tout ça, pour qu'il n'y a plus vraiment de clivage entre les deux camps et que tout le monde peut travailler ensemble. Bon, c'est pas si simple que ça, manifestement. C'est mieux pour lui avec si ça avait été Alain Juppé. Il y a un espace politique plus important grand pour Emmanuel Macron avec Fillon qu'avec Juppé. Emmanuel Macron qui a fait un appel à Bayrou hier. Oui, mais lui aussi, il va falloir Emmanuel Macron qui nous dise précisément ce qu'il veut faire et où il veut aller. Pour le moment, il me fait un peu penser à Bruno Le Maire, le renouveau, on a vu où ça menait, donc attention. Je crois que surtout ce que disait Hervé, c'est qu'en effet, il va y avoir un clivage gauche-droite, mais il est temps quand même que la gauche trouve un candidat, trouve un programme et sorte de... Ouais, elle est très mal partie, et sorte de la pléthore et du brouhaha actuel, où alors là, pour le coup, c'est pas le brouillard, c'est 3 couches de brume, plus les gaz toxiques. La primaire a pour effet de recentrer les candidats sur leur noyau dur. On le voit, Fillon, très à droite, très marqué à droite, c'est clair. Je pense qu'à gauche, si la primaire se passe dans les conditions envisagées, à vérifier, mais si elle se passe ainsi, je pense Manuel Valls qui pourrait être candidat au fond, même si François Hollande candidat, mais bon, oui, il y en a même qui doutent, y compris dans son camp, de l'utilité de la primaire. Mais bon, si elle a lieu, je pense qu'il y aura une gauchisation du discours aussi dans le cadre de ces primaires. Et donc, du coup, je pense que ça rebat relativement les cartes au centre, pas uniquement chez les centristes au sens partisan, mais dans cet espace de transversalité dont rêve Macron, qui pourrait aussi profiter à François Bayrou, qui y réfléchit, qui s'y était préparé dans l'hypothèse Sarkozy, et qui s'y reprépare face à François Fillon. Donc là, vraiment, on fait de la fiction, mais il y a beaucoup de choses qui sont possibles. On regarde les unes de vos journaux ce matin. La Voix du Nord, Hervé Favre, plébiscite pour François Fillon. Plébiscite, oui, ça aurait pu être aussi la vague, la confirmation. Et Ouest France, Michel Urvois. C'est plus que la vague, c'est le raz-de-marée. C'est un raz-de-marée. Mais c'est encore un peu plus vrai dans l'Ouest qu'ailleurs. Voilà, on est toujours dans le Vendée Globe. On continue avec le Dauphiné, libéré. Pascal Jalabert. Oui, le raz-de-marée, on l'avait fait au premier tour. Donc là, on a fait la déferlante. Voilà. Et le plébiscite. La météo marine continue dans cette matinale. Le plébiscite, c'est dans la page intérieure. J'ai quitté ça. Donc voilà. Et l'opinion pour conclure, Béatrice Houchard.
Voilà. C'est la rupture Fillon. Voilà. Avec toujours des dessins. Ah, des dessins de CAC, toujours. Ouais. Et alors le dessin, c'est au musée Chirac. François Fillon visite le musée Chirac. Et il y a, dans un des bocals, j'allais dire, dans une des vitrines, presque les scalpes, non, les visages d'Alain Juppé et de Nicolas Sarkozy. Qu'il met désormais au musée. Voilà. Merci Pascal Jalabert, merci Michel Urvois, merci Hervé Favre et merci Béatrice Houchard. Et nous allons passer maintenant au zapping politique, le premier zap politique des matinales d'infos qu'on regarde ensemble. Ce sont plus de 10 000 bureaux de vote qui ouvrent leurs portes à 8 heures. Les électeurs devront donc départager François Fillon, désormais favori, et Alain Juppé. NKM, on le rappelle, qui a apporté son soutien à Alain Juppé. Autre figure emblématique qui a déjà voté, c'est Nicolas Sarkozy. Détendu, au point de presque oublier sa cotisation de 2 €. François Fillon et Alain Juppé qui ont voté à la même heure, quasiment simultanément dans les bureaux de vote, différents évidemment. Vers 10 h, les deux hommes étaient dans une file d'attente pour voter, l'un dans le 7e arrondissement de la capitale et puis l'autre dans sa ville de Bordeaux. Vous espérez une forte mobilisation? Oui, j'espère tout. J'ai défendu mes idées jusqu'au bout et ça va marcher, j'en suis sûr. J'attends le verdict des électeurs. Voilà, maintenant. Mais vous êtes confiant? C'est eux qui parlent. Mais vous êtes confiant? Pas les candidats. Merci Jean-Claude Guilbault d'avoir dit dans Sud-Ouest ce matin quelques vérités qui malheureusement sont apparues trop tard. Lisez l'article de Jean-Claude Guilbault dans Sud-Ouest, vous comprendrez. Voilà, vous comprendrez un peu de quelle calomnie j'ai été l'objet et la victime sans que personne ne dise rien. Sur 2121 bureaux dépouillés, eh bien, les scores respectifs étaient pour François Fillon de 69,5% des voix et pour Alain Juppé de 30,5% des voix. La campagne dégueulasse qui est celle d'un certain nombre de réseaux sociaux, Ali Juppé, des choses comme cela, il n'a pas accusé François Fillon de cela, mais c'est une campagne que beaucoup ont laissé s'installer. Et ça, c'est profondément malsain. Les écarts bougent assez peu, puisque François Fillon est crédité de 68,5%. Tout à l'heure, c'était 69,5%, donc il baisse de 1 point. C'est une magnifique victoire de François Fillon. Et pour ce qui me concerne, sans attendre, je veux simplement lui dire toutes mes félicitations, lui dire que c'était une très belle campagne, que je me place dès à présent, et indépendamment de ce qui a pu nous séparer dans le passé, à son entière disposition. Il va falloir rassembler pour gagner. Ça va être difficile. Mais en ce qui nous concerne, nous respectons l'éthique de la primaire, la règle du jeu, c'est-à-dire d'être rassemblés derrière celui qui gagne. Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle. La politique peut être dure, mais je veux lui dire qu'il reste évidemment une figure de référence pour toute notre famille politique. Alain est un homme d'État et il le reste. Absolument. On peut saluer aussi la dignité d'Alain Juppé, homme d'État, qui n'a pas attendu pour apporter son soutien à celui qui avait gagné la primaire. Et d'ailleurs, François Fillon l'a évoqué ce soir. Il a parlé de plus de justice et de solidarité. Voici la poignée de main. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Ce n'est pas Alain Juppé qui m'a blessé, ce sont les photographes il y a quelques instants. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour Bernard Accoyer, vous êtes député de Haute-Savoie, maire d'Annecy-le-Vieux, ancien président de l'Assemblée nationale et grand soutien de François Fillon depuis le départ. Merci d'être avec nous ce matin pour vous interviewer. À mes côtés, Véronique Jacquet de Sud Radio et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour Véronique, bonjour Gilles. Bernard Accoyer, écrasante victoire de François Fillon hier soir avec un score sans appel, 66,5. Alain Juppé est à 33,5%. Il reste, je crois, 200 bureaux de vote encore à compter. Première question, on a vu hier soir déjà des rassemblements, des appels au rassemblement qui sont arrivés très tôt. Est-ce que vous allez être le prochain président des Républicains, du mouvement ? Écoutez, j'entends cette rumeur, ce n'est pas du tout dans mes intentions. La réflexion sur l'organisation
et qui doit être celle des Républicains, celle qui va préfigurer et concrétiser. Mais si François Fillon vous le demande, vous irez? La campagne n'est pas. Vous ferez ce qu'il vous demandera? Je n'ai pas encore eu cette question qui m'ait été posée, mais ça n'est pas dans mes intentions à cette heure. Mais est-ce que c'est possible d'imaginer Laurent Wauquiez rester en place? On sait on sait que c'est pas non plus. L'organisation n'est pas encore définie. Il faut rassembler. Il faut que toutes les bonnes volontés, toutes les énergies, tous les talents soient maintenant rassemblés avec François Fillon, en ayant les meilleurs aux places qui leur sont particulièrement adaptées. Mais est-ce que ce ne serait pas logique, justement, d'imaginer des instances dirigeantes sans Laurent Wauquiez? Laurent Wauquiez et François Fillon, c'est pas forcément le grand amour. Laurent Wauquiez, c'est évidemment la carte ultra sarkozyste. C'est pas une question d'amour, c'est une question d'efficacité politique. Parce que maintenant, si les primaires ont été un grand succès, si la victoire dans ces primaires de François Fillon est absolument incontestable, tout reste à faire. Parce que ce n'est pas devant 4 millions de Français qu'il va falloir maintenant convaincre, c'est devant 40 millions. Il y a 5 mois, comme on l'a vu, le programme est un programme qui propose des réformes importantes. Certaines réformes méritent d'être expliquées. C'est à ce travail qu'il va falloir maintenant s'atteler. Et on aura besoin de tout le monde. Du mouvement, des parlementaires, des élus locaux, des militants, des sympathisants. Et qui Gilles Leclerc pour Public Sénat. Cette organisation, c'est bien François Fillon lui-même. François Fillon va en être l'inspirateur, évidemment. Et ça veut dire quelle place pour le parti, quelle place pour François Fillon et son équipe, sans parler des noms, mais dans une organisation, je dirais, la plus efficace possible. Une complémentarité absolue, une synergie, une symbiose indispensable. Encore une fois, cette campagne va être difficile, elle va être longue, elle a d'ailleurs commencé quelque peu d'ores et déjà, et on voit bien qu'aucune faute ne nous est possible. Alors comment allez-vous convaincre justement, parce que les résultats du vote d'hier soir, c'est un plébiscite pour un programme réformateur. Or ceux qui ont voté à la primaire, ce sont quand même globalement des plus de 50 ans, des CSP+, qui ne sont pas forcément concernés par la retraite à 65 ans, qui ne sont pas forcément concernés par la fin des 35 heures. Donc comment vous allez convaincre tous les Français? Hier, François Fillon est revenu sur un point essentiel qui guide sa démarche et qui va être le fil conducteur de la campagne, dire la vérité aux Français. La situation de la France est extrêmement grave. Des millions de nos compatriotes n'ont pas de travail. D'autres ont des revenus qui leur permettent très difficilement de boucler les fins de mois. Notre industrie part en morceaux. Elle est rachetée par appartement, si j'ose dire, par des actionnaires étrangers qui prennent le pouvoir de décision. Si on continue avec une dette maintenant qui dépasse 2000 milliards, si on continue ainsi, le vrai problème n'est pas que le programme soit libéral, que le programme soit marqué de telle ou telle infamie, c'est que nous allons vers le précipice. Et c'est ça qu'il faut dire, et je pense que les Français l'ont compris. À quelles conditions, ils l'ont vu, et ils l'ont prouvé en se mobilisant. À quelles conditions peut-il réussir, s'il est demain président de la République, à faire passer en même temps, par exemple, sa grande réforme sur l'assurance maladie, sujet que vous connaissez bien, l'allongement du temps de travail, la retraite, tout ça en même temps, ça veut dire que c'est bien, ça passerait par un référendum, c'est bien ça qu'il faut comprendre? Je ne peux pas répondre à ce point précis. Par contre, qu'il y ait un problème sur l'avenir de notre protection sociale, c'est une évidence. Dire, comme le dit Marisol Touraine, tout va bien, les comptes sont équilibrés, dormez tranquille, c'est tout à fait faux, on le sait très bien. Mais François Fillon propose de recentrer l'assurance publique sur les maladies graves et sur les affections longue durée. Ça fait peur quand même à beaucoup de gens, parce que ça veut dire le reste aux mutuelles. Est-ce que vous allez retravailler cette partie du programme? Oui, je pense qu'il faut retravailler ce point. Je rappelle que vous êtes médecin de profession. Oui, je pense qu'il faut retravailler ce point de façon à ce qu'il soit probablement infléchi et en tout cas accepté par une majorité de nos compatriotes. Et aujourd'hui, c'est un point, si ce n'est le point, qui mérite le plus de travail. Sur l'aspect du référendum, François Fillon a annoncé référendum. On n'a pas très bien compris d'ailleurs s'il y en aurait un, deux. Et puis quel calendrier? Vous pensez que c'est la bonne idée de reconsulter les Français alors qu'on aura fait déjà les primaires, l'élection présidentielle, il y a les sénatoriales à l'automne prochain, les législatives avant? C'est quand même pas compliqué? Alors, vous avez parfaitement raison, le référendum de surcroît est parfois un mode de consultation qui conduit ceux qui s'expriment à répondre à une autre question. Mais François Fillon a précisé les choses. Je crois de mémoire me souvenir
qu'il a annoncé un référendum pour la réduction du nombre des parlementaires. Et force est de reconnaître que c'est certainement la seule voie qui permettre d'être sûr du résultat qui sortira des urnes. Et puis il y a d'autres sujets, notamment sur la convergence des systèmes de retraite, qui mériteraient peut-être ce type de consultation. Mais encore une fois, tout cela va devoir être approfondi, préparé et également placé dans le temps des réformes. Et vous confirmez qu'un gouvernement, éventuellement, s'il est président évidemment, 15 ministres, avec des représentants de la société civile, il dit j'irai chercher les meilleurs. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas forcément énormément de place pour les politiques. Je ne suis pas son porte-parole. Je suis proche de lui, j'ai suivi tout cela de près. Ce que je crois on peut confirmer, c'est qu'il a la volonté d'avoir un gouvernement qui soit restreint et qu'il a la volonté qu'il y ait dans ce gouvernement des hommes et des femmes issus de la société civile, parce qu'on en a besoin, et que la professionnalisation du monde politique éloigne nécessairement à la fois les Français des élus et également les décisions qui sont prises de la réalité des problèmes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à François Bayrou ce matin, qui s'interroge encore, est-ce que j'y vais pas, et dont le programme de François Fillon fait peur? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire ce matin? Je crois que l'heure n'est plus aux tergiversations. Il faut, et d'ailleurs François Fillon et François Bayrou se connaissent depuis longtemps, s'entendent bien, il faut qu'ils se parlent, parce qu'il faut rassembler le plus largement possible. Bernard Accoyer, sur la composition du gouvernement, sur le fait aussi que François Fillon veuille présenter des projets de loi aux Français avant l'élection de 2017, suite du programme, quand est-ce que ce serait le plus judicieux de faire savoir ses intentions? D'abord, ça s'inscrit dans cette volonté de vérité. Annoncer ce que l'on va faire pour que les Français se prononcent en toute connaissance de cause. Mais ça veut dire dès début janvier? Je ne peux pas parler du calendrier, je ne le connais pas. Je crois que ce qui est sûr, c'est que ces explications, cet exposé détaillé de la situation et des raisons qui conduisent à proposer telle ou telle réforme, ça c'est indispensable. Ça doit être mis en débat, bien sûr, dans notre famille politique, mais bien au-delà, je crois. C'est Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale, qui est l'invité de Territoire d'Info ce matin. Bernard Accoyer, vous avez été le 4e personnage de l'État. Il y a eu des déclarations de Manuel Valls au JDD ce week-end, indiquant qu'il n'excluait rien, notamment probablement pouvoir être candidat si François Hollande l'était aussi aux primaires. Enfin, c'est pas exprimé de cette manière, mais ça sous-entend ça. Est-ce qu'il y a une vraie crise institutionnelle qui se prépare dans ces cas-là? Hélas, oui. L'exécutif, la majorité sont en morceaux. Sous la 5e, le scénario dans lequel on voit un chef de gouvernement, un Premier ministre, annoncer qu'il n'exclut pas de se présenter contre le président de la République. De la même majorité, parce que ça existait avec la cohabitation. Apprendre que le président de l'Assemblée nationale ne répondrait pas constamment au téléphone au président de la République, c'est absolument effrayant. Ils ont en charge la France, notre sécurité, notre avenir, même si ils ont commis beaucoup d'erreurs, il y a une responsabilité vis-à-vis du pays, vis-à-vis des Français, et je les appelle à se ressaisir. Après, le débat entre eux sur les ambitions politiques des uns et des autres, c'est une autre chose. Et je trouve qu'il y a là une certaine forme de décadence, de destruction de l'exécutif, de la gauche, qui est inquiétant, parce que dans une grande démocratie, il faut qu'il y ait une droite, il faut qu'il y ait une gauche. Manuel Valls peut-il rester Premier ministre quand on voit la crise institutionnelle inédite? Je suis vraiment le plus mal placé pour faire le devin sur ce que veulent faire les uns et les autres. Ce qu'il y a, c'est que c'est une confusion, cette confusion nuit à la France. Imaginez ce que les observateurs étrangers peuvent penser d'une telle confusion. Il faut qu'ils se ressaisissent. Et on ne va pas assister dans cette campagne présidentielle à Marine Le Pen qui finalement va être, je dirais, la meilleure défenseur de ceux qui souffrent, des petites gens, etc., qui était un peu, entre guillemets, la clientèle de la gauche avant. Est-ce que ce n'est pas un problème, je dirais? Je pense qu'avec l'extrême droite, avec sa candidate, il faut parler de la vérité. Que propose-t-elle pour améliorer la situation des Français qui sont en difficulté? Et il faut disséquer, c'est peut-être mon passé de chirurgien qui me fait employer ce mot-là, les solutions qu'elle propose. Et on verra.
que du côté de François Fillon, du programme de François Fillon, il y a des solutions qui, à l'évidence, permettent de sortir de cette situation, de sortir de leurs difficultés les millions et les millions de Français qui s'y trouvent, et que du côté du programme de l'extrême droite, il y a beaucoup de démagogie. François Fillon a dit hier soir, le Front National, c'est la faillite. Ça veut dire que l'angle d'attaque contre Marine Le Pen, ce sera justement le programme économique ? Économique et social, parce que les deux sont intimement liés. Si on veut sauver la solidarité, si on veut aider ceux qui sont dans le plus en difficulté, il faut d'abord pouvoir créer des emplois, c'est-à-dire redresser l'économie, faire en sorte que l'on investisse à nouveau en France, que la confiance revienne, que la formation permette à ceux qui sont sur le bord du chemin de trouver un travail. C'est ça la réalité de la séquence qu'il faut ouvrir. Gilles Leclerc. Il y a une page politique qui est en train de se tourner. On a vu Nicolas Sarkozy au premier tour, Alain Juppé hier. Ça vous inspire quoi? Vous êtes un bon observateur, je dirais, de la vie politique. Ça veut dire qu'il y a une génération qui s'en va et c'est quelque chose qui vous... Je veux d'abord saluer, par contraste à ce qui se passe à la gauche, saluer ce qu'a dit Nicolas Sarkozy dimanche dernier, au soir du premier tour. Et je veux avoir la même... réflexion, la même admiration, saluer ce qu'a dit Alain Juppé hier. Nous avons là deux grands hommes d'État qui se montrent d'une fidélité à l'égard de leur famille politique et de la France, en quelque sorte, que je veux saluer. Bernard Accoyer, parlez-nous pour terminer de l'homme François Fillon. Qui est-il? C'est le gaulliste social qu'on a connu notamment très proche de Philippe Séguin. C'est le leader de la droite qui a le programme le plus radical qui lui a permis de gagner la primaire. C'est qui François Fillon? D'abord, c'est un honnête homme. C'est un homme qui a des qualités personnelles, de courage, de ténacité, de travail. Ensuite, c'est un homme d'État qui a occupé au niveau des collectivités locales comme au niveau national à peu près toutes les responsabilités. Et ensuite, c'est un homme qui dit la vérité. On le lui a reproché lorsqu'au début du précédent quinquennat, il a dit que la France était menacée de faillite. Il va continuer. Je crois que c'est dans cette vérité que les Français se sont retrouvés. On a envie de vérité. La vérité n'est pas toujours facile à entendre en tout domaine. Mais ne pas dire la vérité, et là c'est le médecin qui vous parle, c'est être sûr qu'il y aura des problèmes après. La primaire, c'est 16 millions d'euros récoltés. Je crois que 8 millions, du coup, vont être affectés à la campagne de François Fillon. Pas un sou pour le contribuable. C'est un succès aussi, la primaire, à ce niveau-là? C'est déjà une bonne chose pour les finances publiques. Parce qu'il y aura déjà la moitié de la campagne, au moins, de François Fillon, qui n'aura coûté strictement rien, et vraiment strictement rien. L'argent va remonter aux candidats, pas aux partis, c'est ça? Aux contribuables. L'argent va remonter au compte de campagne du candidat. C'est ce qui est écrit et ce qui est prévu dans la charte de la primaire. Peut-être une dernière question, Gilles Leclerc, rapidement, une minute. Oui, qu'est-ce que vous auriez envie de quel conseil vous pourriez donner? Il n'a peut-être pas besoin à François Fillon à partir de maintenant, entre maintenant et le mois de mai. Quel écueil? Il est sur une très belle dynamique. Je dirais, au fond, s'il n'était pas président de la République demain, ce serait... D'abord, je n'ai pas de conseil à donner à François Fillon. Ce que je crois, c'est qu'il faut travailler. Et que c'est aussi une des valeurs qu'il défend, avec le respect de l'autorité, la reconnaissance du mérite, mais le travail dans cette séquence, dans cette campagne présidentielle qui s'ouvre, est indispensable. Un travail d'explication, un travail d'écoute, un travail d'adaptation des mesures qui méritent d'être adaptées parce qu'on n'a pas obligatoirement tout juste du premier coup, même si, encore une fois, les grands axes du programme de François Fillon ont été très largement validés par le succès important qu'il a remporté dans les primaires. Merci Bernard Accoyer. Il faut noter que Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, a déclaré que François Fillon ne va pas affadir son projet. Donc il y a un peu en décalage. Non, je viens de vous dire que les axes du programme de François Fillon ont été validés. Après, dans la mise en application, il peut y avoir effectivement des adaptations. Merci beaucoup Bernard Accoyer d'avoir été notre invité après une nuit très courte. Vous étiez au QG de François Fillon, notamment hier au soir. On passe au débrief de vos propos dans un instant.
Voilà, et pour débriefer les propos de Bernard Accoyer, le député de Haute-Savoie, maire d'Annecy, le vieux ancien président de l'Assemblée nationale et très proche de François Fillon depuis le début de cette campagne de la primaire de la droite et du centre. J'accueille Hervé Favre de La Voix du Nord. Bonjour. Hervé. Et j'accueille Béatrice Houchard de l'Opinion. Merci d'être là. Bonjour Béatrice. Bonjour. On démarre tout de suite avec les propos de Bernard Accoyer qui disait que, au fond, le projet avait été validé, le projet du candidat Fillon est validé, mais il y a une petite musique un tout petit peu différente. On a entendu les déclarations tout à l'heure de Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui dit que François Fillon ne va pas affadir son projet. Hervé Favre, ça commence ? Ben voilà, le débat est déjà ouvert, notamment sur cette question de la sécurité sociale. Et bon, Bernard Accoyer est bien placé. Ancien médecin lui-même. Un médecin, absolument. Donc on sent bien que Bernard Accoyer dit que voilà, il va peut-être falloir quand même retravailler le sujet, revoir peut-être une présentation qui est assez abrupte, quoi, et qui est susceptible de lui faire perdre beaucoup de voix dans un premier tour d'élection présidentielle. Donc tout le monde va se replonger dans le programme de François Fillon et aller voir ce qu'il entend effectivement par maladie grave, à quel niveau. Dans les détails. Dans les détails. Là, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a une inquiétude dans l'opinion. Ça, je pense que les sondages le mesureront assez rapidement. Béatrice Houchard. Oui, il va falloir qu'il précise en tout cas les choses. Il l'a dit l'autre soir au débat de manière assez brutale, on peut comprendre. Alors ça n'a pas changé le résultat de la primaire, mais ça a pu quand même inquiéter un certain nombre de téléspectateurs. Sur les ralliements, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Alors, il va falloir faire le grand cercle. Il va falloir inclure alors les sarkozystes, les juppéistes, de quoi ? De Alain Juppé à Jean-François Copé, quoi ? C'est ça l'idée ? Comme on dit, la position crée l'adhésion. Donc, effectivement, depuis le premier tour, on a vu s'opérer un rassemblement autour de François Fillon. Les Sarkozy sont passés tous du jour au lendemain, enfin même pas, dès le soir même, dans le camp de François Fillon. Certains avec beaucoup de zèle, d'ailleurs. Certains avec beaucoup de zèle. Vous pensez à qui ? Je pense à certains élus de ma grande région, parce qu'ils se sont tous plantés dans l'affaire. Hein. Chez nous, ils étaient tous ou derrière Mais Sarkozy. qui ? Vous parlez de Xavier Bertrand ? Non, Xavier lui, il a Bertrand été plutôt prudent, très prudent jusqu'au bout. Mais en revanche, tous les autres grands élus étaient soit derrière Sarkozy, soit derrière Alain Juppé. Et puis voilà, ils n'ont pas misé sur le bon cheval. Donc on voit effectivement tout le monde se rassembler. Même Jean-François Copé, hier soir, qui faisait quasiment des offres de service à son ancien ennemi juré. C'est la politique ? C'est la politique, oui. Mais enfin, je pense quand même que dans l'opinion, ça passe de moins en moins, ce genre de ralliement. C'est-à-dire qu'il ne s'agit plus de ralliement. Maintenant, la primaire est terminée. La règle du jeu de la primaire, c'était tout le monde soutiendra celui qui est désigné par la primaire. François Fillon est désigné et donc tout le monde va le soutenir. Alors après, effectivement, c'est la politique. Il y a des gens qui n'ont pas envie de disparaître du paysage. Il y en a sans doute qui ont envie d'être ministres. Il y a les investitures aux élections législatives et sénatoriales, puisque l'année prochaine, il y a aussi des élections sénatoriales au mois de septembre. Donc voilà, tout le monde on va découvrir plein de gens qui ont toujours été très, très, très proches de François Fillon. Alors, la question, c'est de savoir est-ce que François Fillon sera plus généreux avec ses soutiens que ne l'avait été Nicolas Sarkozy en 2007. On se rappelle du mot de Patrick Devedjian, c'est ça ? Patrick Devedjian, il faudrait que l'ouverture aille jusqu'au Sarkozy. Oui. Bon, la fidélité dès l'origine ne paye pas toujours. Alors il y a un poste capital, stratégique, j'allais dire, dans cet après deuxième tour des primaires, c'est le poste de président du parti des Républicains. Donc c'est Laurent Wauquiez actuellement. Il semble quand même en position de vaciller. Et on parlait hier au soir, Bruno Jeudi d'ailleurs, pour ne pas le citer, de Paris Match, indiquait que ce serait peut-être Bernard Accoyer qui aurait les faveurs de François Fillon. Puis là, il a un peu démenti ce matin. Je pense, là, je suis un peu sceptique sur cette analyse parce que François Fillon a aussi besoin de montrer aussi des gestes de renouveau. Vous pensez qu'il peut laisser Laurent Wauquiez ou c'est exclu ? Laurent Wauquiez, je pense pas, non, parce que là, quand même, Laurent Wauquiez avait aussi un positionnement extrêmement fluctuant, j'allais dire. C'est quelqu'un qui a un peu senti l'opinion et qui s'est droitisé, alors qu'il était aux origines, lui aussi, une fibre sociale. Bon, et son mouvement s'appelait la droite sociale, et puis il est devenu peut-être plus à droite que Sarkozy. Il y avait des questions aussi dans les hypothèses possibles d'une direction collégiale pour accompagner justement la primaire. Ça peut aussi être un moyen de n'humilier personne pendant les 6 mois qui viennent. Mais il doit placer ses hommes, François Fillon, c'est ça la clé, pour réussir une campagne. On dit au fond, la question est, est-ce que le parti
parti politique majoritaire est aussi important dans l'élection présidentielle? Il est important parce que c'est le parti qui a des relais un peu partout sur les territoires pour faire campagne. Et comme on l'a vu là, faire campagne, ça n'est pas... voilà, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont importants maintenant, mais une vraie campagne à l'ancienne, dans le bon sens du terme, ça compte toujours et ça marche toujours. On l'a vu là avec la primaire. Après, je pense qu'il y aura une garde rapprochée avec les gens en qui il a confiance. Dont Bernard Accoyer, à coup sûr. Dont sans doute Bernard Accoyer, oui. Oui, d'ailleurs, ce qui est à noter, c'est que Bernard Accoyer, ancien président de l'Assemblée nationale, et Gérard Larcher, président du Sénat, étaient tous les deux derrière Fillon. Donc ça montre aussi que ce sont... Mais on a toujours dit que François Fillon avait beaucoup de soutien dans les deux chambres. Et ça prouve aussi que ce sont des personnages qui sentent bien l'opinion. Ça peut l'aider, ça, Béatrice Souchard, d'avoir des soutiens Bernard Accoyer est quelqu'un qui, il n'est pas le seul dans les élus locaux, mais qui a vraiment une très bonne connaissance et surtout, j'allais dire sans jeu de mots, mais qu'il a du pif, il a du flair, il sent bien son terrain, il sent quels sont les sujets d'inquiétude, les sujets de préoccupation. Il est maire. Des gens, maire d'Annecy le Vieux, il connaît vraiment bien son terrain et il sent bien à la fois ce qui intéresse les gens et ce qui ne les intéresse pas. C'est-à-dire qu'il est capable de vous dire, tel sujet dont tout le monde parle à Paris ou dans les journaux en ce moment, honnêtement, ça ne touche pas beaucoup les gens dans mon secteur. C'est très précieux pour un candidat à la présidentielle. Je pense qu'il a senti que François Fillon avait fait une erreur en allant peut-être trop loin justement visiblement, sur cette question de la sécurité sociale. Sur les problèmes de santé. Qui peut effectivement être... Il a rectifié un peu le tir ou en tout cas préciser les choses. Alors, il était aussi 4e personnage de l'État sous la précédente législature, Bernard Accoyer. Et il expliquait quand même tout à l'heure qu'il y avait un problème institutionnel qui commençait à se poser entre Manuel Valls et François Hollande, si Manuel Valls, évidemment, allait contre François Hollande aux primaires de la gauche. C'est-à-dire que si Manuel Valls, dans les jours qui viennent, annonce qu'il va à la primaire, on ne voit pas comment il peut rester Premier ministre, sauf si François Hollande, lui, n'y va pas. Et s'il y a une répartition des rôles, il ne semble pas qu'on se... Avec des déclarations de Stéphane Le Foll très précises, là. Il n'y aura pas de primaire entre François Hollande et Manuel Valls, vient-il de déclarer. Et est-ce qu'il y aura une primaire? Est-ce qu'il y aura une primaire? Puisqu'effectivement, depuis et s'il y a une primaire, il ne sera plus Premier ministre. Monter le thème, après tout, François Hollande est-il obligé de passer par la case primaire? Mais c'est une situation ubuesque, franchement. Mais est-ce que c'est pas cette 5e République qui est finie, au fond, à cause de la proximité des législatives par rapport à la présidentielle, les 5 ans. Est-ce qu'on a, c'est pas la fin? Est-ce qu'on n'a pas assisté, au fond, avec la sortie des grands leaders de la 5e République, un ancien président, un ancien Premier ministre gaulliste émérite, et au fond l'émergence d'une nouvelle droite, donc peut-être d'une forme de 6e République. Enfin, François Fillon, c'est pas non plus un nouveau. Oui, mais il se rapproche des droites européennes. Il se rapproche des droites européennes. Lui aussi, ancien Premier ministre. Vous savez, la 5e République, c'est quand même à elle que, François Hollande, l'autre François Hollande lui doit une fière chandelle à la 5e République. C'est la solidité des institutions qui fait que François Hollande peut encore être là où il est. Il s'y est très bien adapté, comme François Mitterrand avant lui, avec plus de talent. Pour parler de 6e République, il faudrait effectivement un changement de mode de scrutin. Et pour l'instant, on n'est pas à la proportionnelle. Merci Hervé Favre de la Voix du Nord. Merci Béatrice Souchard de l'Opinion d'avoir débriefé notre invité Bernard Accoyer, l'ancien président de l'Assemblée nationale. On passe au zapping maintenant, le premier zapping politique des matinales d'infos qu'on regarde tous ensemble. Ce sont plus de 10 000 bureaux de vote qui ouvrent leurs portes à 8 heures. Les électeurs devront donc départager François Fillon, désormais favori, et Alain Juppé. NKM, on le rappelle, qui a apporté son soutien à Alain Juppé. Autre figure emblématique qui a déjà voté, c'est Nicolas Sarkozy. Détendu, au point de presque oublier sa cotisation de 2 €. François Fillon et Alain Juppé qui ont voté à la même heure, quasiment simultanément dans les bureaux de vote, différents évidemment. Vers 10 heures, les deux hommes étaient dans une file d'attente pour voter, l'un dans le 7e arrondissement de la capitale et puis l'autre dans sa ville de Bordeaux. Vous espérez une forte mobilisation? Oui, j'espère tout. J'ai défendu mes idées jusqu'au bout et ça va marcher, j'en suis sûr. J'attends le verdict des électeurs. Voilà, maintenant. Mais vous êtes confiant? C'est eux qui parlent. Mais vous êtes confiant? Pas les candidats. Merci Jean-Claude Bibeau d'avoir dit dans Sud-Ouest ce matin quelques vérités qui malheureusement sont apparues trop tard. Lisez l'article de Jean-Claude Bibeau dans Sud-Ouest, vous comprendrez. Voilà, vous comprendrez un peu de quelle calomnie j'ai été l'objet et la victime sans que personne ne dise rien. Sur 2121 bureaux dépouillés,
eh bien, les scores respectifs étaient pour François Fillon de 69,5% des voix et pour Alain Juppé de 30,5% des voix. La campagne dégueulasse qui est celle d'un certain nombre de réseaux sociaux, Ali Juppé, des choses comme cela, il n'a pas accusé François Fillon de cela, mais c'est une campagne que beaucoup ont laissé s'installer. Et ça, c'est profondément malsain. Les écarts bougent assez peu, puisque François Fillon est crédité de 68,5%. Tout à l'heure, c'était 69,5%, donc il baisse de 1 point. C'est une magnifique victoire de François Fillon. Et pour ce qui me concerne, sans attendre, je veux simplement lui dire toutes mes félicitations, lui dire que c'était une très belle campagne, que je me place dès à présent, et indépendamment de ce qui a pu nous séparer dans le passé, à son entière disposition. Il va falloir rassembler pour gagner. Ça va être difficile. Mais en ce qui nous concerne, nous respectons l'éthique de la primaire, la règle du jeu, c'est-à-dire d'être rassemblés derrière celui qui gagne. Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle. La politique peut être dure, mais je veux lui dire qu'il reste évidemment une figure de référence pour toute notre famille politique. Alain est un homme d'État et il le reste. Absolument. On peut saluer aussi la dignité d'Alain Juppé, homme d'État, qui n'a pas attendu pour apporter son soutien à celui qui avait gagné la primaire. Et d'ailleurs, François Fillon l'a évoqué ce soir. Il a parlé de plus de justice et de solidarité. Voici la poignée de main. Je voudrais juste ajouter une dernière chose. Ce n'est pas Alain Juppé qui m'a blessé, ce sont les photographes il y a quelques instants. Voilà, c'était Territoire d'Info, la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. On se retrouve demain matin à la même heure. Bonne journée à tous. Politique Matin, présenté par Brigitte Boucher, dans un instant. Quel regard les enfants syriens portent-ils sur la guerre qui ravage leur pays? On cherche à comprendre dans Droit de Suite. Pour commencer, un documentaire, Paroles d'enfants syriens, puis son réalisateur Bernie Bonvoisin, l'ancien ministre des Affaires étrangères Bernard Kouchner, le jeune Syrien Etam Al-Aswad et le représentant de l'UNICEF Sébastien Lyon seront à mes côtés pour regarder la guerre dans les yeux des enfants syriens. Droit de Suite, présenté par Jean-Pierre Gracien, ce soir à 20h30.